Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la stratégie immobilière. Nous sommes déjà 49 participants. Merci de votre présence. Je vous propose que nous attendions 1 à 2 minutes le temps que toutes celles et ceux qui souhaitent assister à ce webinaire puissent nous rejoindre. Nous allons patienter quelques instants. Vous étiez plus de 150 à avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire consacré à la stratégie immobilière. Merci de votre présence. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure. On va se donner encore 1 minute pour laisser la possibilité à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de se connecter. Vous êtes actuellement 59 participants. Merci de votre présence. Nous allons commencer dans 1 minute. Allez, nous sommes 60 participants. Je propose que l'on commence ce webinaire. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre. Je suis Audrey Henrion et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire dont l'objectif est de vous aider à éclairer des questions très concrètes que vous vous posez sans doute. Parmi ces questions, est-il pertinent de rénover ou de s'orienter vers un bâtiment neuf? Comment repenser un actif pour lui donner un nouveau rôle? Comment inscrire son projet dans les dynamiques de votre territoire? Et bien sûr, comment embarquer les équipes dans ces évolutions, comment les accompagner également dans le cadre d'un déménagement et comment faire également du changement de site une opportunité pour faire évoluer les modes de travail. Voilà les thèmes que nous allons aborder ensemble durant 1 heure avec en fin de session un temps qui vous sera consacré où vous pourrez poser les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser dès maintenant dans le fil de cette conversation. J'en profite pour vous dire que vous ne verrez pas de slides aujourd'hui défiler durant ce webinaire. On va se concentrer sur le fond et notamment sur le témoignage et l'expertise de nos intervenants que j'ai le plaisir de vous présenter. Notre grand témoin pour commencer, Siam Alves dos Santos, directrice départementale du site de Bourges, de l'URSSAF Centre Val de Loire. Merci d'être avec nous, Siam. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous. Côté Colliers, 4 experts sont également derrière leur webcam. Céline Codet, vous êtes directrice du pôle qui accompagne les transformations des environnements de travail avec une intervention à la fois en France métropolitaine, mais également dans les DROMCOM. Bonjour Céline. Jean-Jacques Moreau, vous êtes directeur conseil en immobilier transactionnel spécialisé dans le secteur public. Bonjour Jean-Jacques. Et Michel Danis, vous êtes directeur du département conseil immobilier et responsable du contrat UGAP. Je vous cède tout de suite la parole afin que vous puissiez présenter Colliers et l'UGAP. Bonjour à tous, merci Audrey. Tout d'abord l'UGAP, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais savent peut-être un peu moins que l'UGAP a développé depuis quelques années des marchés de conseil, alors d'abord en informatique et de façon générale. Et donc, le conseil en immobilier fait partie d'un pack de 4 lots avec le conseil en organisation, en stratégie, en finance et en immobilier. Et à ce titre, on est capable, nous Colliers, qui sommes titulaires de ce contrat depuis 2019, de vous accompagner pour toutes les réflexions et toute la mise en œuvre des problématiques immobilières. Et c'est ce qui caractérise le contrat qu'on a avec l'UGAP, mais aussi Colliers, c'est de traiter l'immobilier comme un tout et comme un outil, un levier de valorisation et un outil au service des entreprises, pas uniquement comme un objet à vendre et à louer. Donc, de ce fait, on travaille beaucoup avec le privé et beaucoup avec le public. C'est globalement moitié-moitié.
tant aussi avec ceux qui utilisent les immeubles que ceux qui sont les investisseurs. Donc voilà, on travaille avec tout le monde et avec trois grandes familles de métiers, une qui est illustrée peut-être par Jean-Jacques, qui est liée au monde de la transaction, une autre qui est liée à tout ce qui est projet d'aménagement, beaucoup dans les bureaux, mais pas que, pour lequel on a une équipe de près de 100 personnes, et toute une dimension conseil à laquelle Céline et moi appartenons, sur à la fois les questions stratégiques liées à l'immobilier ou liées au mode de travail. Pour nous, il est important que ça soit, comme je l'ai dit, un outil. Voilà, juste quelques chiffres. Colliers en France, c'est près de 300 personnes, des implantations à Paris, à Lyon, à Toulouse, Marseille, Aix, et un chiffre d'affaires autour de 90 millions d'euros. Et juste pour finir, j'allais oublier de dire que notre contrat avec l'UGAP, mais ça a été souligné avec Céline, nous permet de travailler à la fois sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi, et ça c'était la nouveauté du deuxième contrat, dans les DROMCOM, là où il y a finalement beaucoup de besoins aussi. Merci Michel. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, quelques éléments de contexte et d'actualité. Dans son rapport d'activité qui est paru en avril dernier, la direction immobilière de l'État confirme son objectif de réduire de 25% ses surfaces de bureaux. Les surfaces de bureaux publics représentent 23 millions de mètres carrés. L'idée, c'est de diminuer de 25 millions cette surface d'ici 2033. Notez aujourd'hui que chaque poste de travail dans le public occupe en moyenne 25 mètres carrés selon ce rapport. L'enjeu, ça serait, si l'on suit la circulaire BOM, de passer entre 16 et 18 mètres carrés. Et les raisons, on les connaît. Elles sont à la fois budgétaires, elles rejoignent aussi des enjeux de sobriété énergétique. Et en creux, il s'agit aussi d'impulser de nouveaux modes de travail, autant de thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. On commence et on entre dans le vif du sujet avec vous, Siam Alves dos Santos. Vos équipes, un peu plus de 70 agents, rejoindront à l'automne 2026 un bâtiment tertiaire, neuf, avec un environnement dynamique, c'est-à-dire sans poste de travail attribué. Racontez-nous comment est née cette idée de déménagement. Quelle a été la raison de ce déménagement? Eh bien, notre projet de déménagement trouve son origine dans un contexte immobilier qui est devenu progressivement défavorable. Pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans une copropriété, donc avec les contraintes que cela peut engendrer, dans des locaux qui sont vieillissants, qui ne répondent plus aux exigences énergétiques notamment, et dans un environnement peu sécurisé pour nos collaborateurs. À cela s'ajoute le fait qu'il y a 3 ans environ, la mairie a lancé une réflexion de réhabilitation du quartier dans lequel se trouve l'URSSAF, réorientant la zone vers l'habitat, les commerces de proximité, enfin un projet centré sur les familles, ce qui nous a questionnés parce que ça rendait finalement incertain la place de l'URSSAF dans la projection de ce nouveau quartier. Et puis, un dernier élément qui n'est pas des moindres, nos collaborateurs ressentent un vrai manque de bien-être parce qu'on a des espaces qui sont surdimensionnés au regard de l'effectif présent, du télétravail de plus en plus important, donc avec une variation du taux d'occupation qui peut être très faible certains jours de la semaine, et puis finalement un bâtiment qui est peu adapté aux nouveaux modes de travail, plus agiles, plus transverses, plus collaboratifs. Donc, au regard de ces éléments-là, on s'est fortement questionné en se rendant compte que finalement, on avait besoin d'un bâtiment peut-être plus économe, dans une zone plus sécurisée, adapté à nos besoins. Donc, de disposer et d'offrir finalement un nouveau site totalement repensé pour le confort de nos collaborateurs et en même temps, marquer un gain important pour le bilan carbone avec l'acquisition d'un bâtiment plus moderne.
Sauf qu'avant de se lancer dans un investissement qui nous engage pour plusieurs années, parce qu'il est quand même question de plusieurs millions d'euros sur ce type de projet, eh bien, on a décidé en 2022 de faire appel au conseil Colliers pour étudier de manière objective, approfondie, si il valait mieux pour nous rester dans notre bâtiment actuel avec une réhabilitation potentielle ou du coup plutôt déménager. Voilà un peu le contexte dans lequel est née notre réflexion de partir ou rester. Merci Siam pour ces éléments de contexte. Michel Danis, lorsqu'un directeur ou une directrice de site réfléchit à sa stratégie immobilière, quels sont les questionnements récurrents qui émergent? Sur quoi porte leur réflexion en priorité et quand ils toquent à votre porte notamment? Alors, je vais être obligé de paraphraser Siam parce que je pense que tout est apparu dans la problématique qu'elle a exposée. Globalement, la première question, c'est être sûr de tout traiter. Parce qu'effectivement, on est sur des sujets qui sont larges et on va l'illustrer au cours de la conversation qu'on a là. C'est-à-dire qu'il y a des questions purement immobilières, des questions humaines, des questions économiques. Donc, le premier enjeu, c'est d'être sûr de ne pas louper de marche et de savoir aussi s'organiser. Parce que c'est une des premières questions, mais c'est comment on va faire. Ça paraît un monde si on n'arrive pas à organiser. Dans les problématiques qu'on nous pose explicitement, parce que là, c'est plus l'implicite que je viens de citer, souvent, ça commence quand même par l'économie. Là, ça n'a pas été le cas, mais souvent, c'est comment je peux réduire. On voit que parfois, ça peut permettre de gagner de l'argent, mais c'est souvent comment je réduis les coûts et comment j'assure une certaine flexibilité, une certaine agilité. Siam l'a dit aussi, voilà, le mardi, il y a du monde, le vendredi, il n'y a plus personne. Comment je peux jouer là-dessus et être sûr d'ajuster. Donc, il y a cette notion d'ajustement. Et ce qui me marque, parce que ça, on l'a vu, ça fait quelques années que je travaille dans ce milieu-là et on l'a vu progresser année après année. Je pense que dans le troisième point principal, c'est le confort et l'intérêt des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment le triplé gagnant. Et après, on va retrouver des questions d'image, des questions de réglementaire, d'être ajusté au niveau du règlement. Et puis après, mais Siam l'a dit aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare, les questions d'insertion dans la ville, la vertu carbone. Bon, là, il y a moins de choix, mais ça vient quand même un peu après. Voilà pour les grandes questions, les grands enjeux qui sont communs à cette Siam. Merci. Céline, on l'a vu, Siam et ses équipes sollicitent les conseils du Colliers. Vos équipes, justement, interviennent dès cette phase et de manière très opérationnelle pour justement cadrer le projet. Pouvez-vous nous décrire les spécificités, les points clés de cette étape ainsi que sa valeur ajoutée? Parlez-nous aussi peut-être du plan de communication qui en découle. Alors déjà, je dis bonjour à tous parce que mon micro n'était pas ouvert, donc voilà, je participe activement. Alors, l'idée, en effet, de cette partie cadrage, finalement, vous avez pu voir, Siam a exposé des problématiques, Michel, en a structuré d'autres et a complété. En fait, le cadrage va rentrer, en fait, par ces problématiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie cadrage va venir, en fait, finalement, déterminer les grands principes du projet d'environnement de travail, voire immobilier, parce qu'en effet, peut-être qu'à la suite du cadrage, il y aura un sujet aussi immobilier. Mais en cadrage, on va déjà regarder un petit peu tout ce qui va faire que l'environnement de travail doit être optimum demain. Alors, l'environnement de travail, comment est-ce que l'on va faire? On va tenir compte de plein de choses. Les comités de direction, en fait, viennent vers nous pour qu'on essaye de leur ouvrir les champs du possible. Donc déjà, on va essayer de leur montrer un petit peu ce qui existe en dehors de leur sphère pour de l'inspiration. Et puis après, on va regarder un petit peu des points que Michel a évoqués. On va regarder la culture de l'institution, on va regarder le modèle managérial, on va regarder, Siam l'a évoqué, le taux d'occupation des locaux. On va regarder un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre en fait une analyse profonde et de pouvoir dire les grands principes du futur environnement de travail seront ceux-là en termes de collectif, en termes de travail individuel, de convivialité.
Et après, on peut regarder, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, si ces grands principes vont rentrer dans le bâtiment, puisque s'il y a un sujet bâtimentaire, on va regarder si ça rentre dans le bâtiment. Et s'il n'y a pas de sujet bâtimentaire, c'est comment finalement décliner ces grands principes sur le lieu que l'on a et le périmètre que nous avons. Et une fois que l'on a déterminé finalement ces grands principes, on va pouvoir voir un petit peu les impacts par rapport à ce qui existe actuellement et nous allons pouvoir travailler un plan d'accompagnement en fait qui permettra d'accompagner en fait toutes les populations impactées de la direction, parce que la direction a souvent besoin d'un accompagnement aussi, aux managers, aux agents, aux instances représentatives du personnel, mais je sais que voilà, nous reviendrons sur ce sujet. Donc voilà, le cadrage va être le socle du projet et va venir finalement accompagner la stratégie de l'établissement. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. On va s'appuyer aussi sur la stratégie de l'établissement. Et après, de là, va découler en fait le projet. On va revenir sur d'autres phases après. Voilà. Donc, le cadrage, c'est la première brique. Vous, Siam, dans ce projet, comment avez-vous pris la décision finalement vraiment de partir, de quitter votre site pour un bâtiment neuf? Comment avez-vous pris également la décision de décider de passer en environnement dynamique en poste non attribué? Notre décision de partir s'est appuyée sur l'étude comparative menée par le conseil Colliers. Donc, il y a 2 scénarios qui ont été analysés, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le premier, c'est rester avec une rénovation complète, et le second, c'est celui de partir. Donc, alors, en tenant compte dans cette étude du coût global, des conditions d'exécution de l'opération, de la valorisation de notre patrimoine. Enfin, voilà, donc un certain nombre d'éléments ont été pris en compte dans cette étude analytique. Donc, la rénovation complète, elle était très coûteuse. Elle était risquée parce qu'il y avait de la présence d'amiante. Ça nécessitait pour nous un chantier de réhabilitation en site occupé. Et puis finalement, on s'est rendu compte que cette rénovation n'allait pas régler les problèmes de fond que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire l'insécurité, la mutation du quartier envisagée par la municipalité, et puis les contraintes liées à la gestion de la copropriété. Le déménagement, quant à lui, représente effectivement un coût plus important à court terme, mais offre finalement une solution beaucoup plus pérenne. Un bâtiment neuf, adapté, sécurisé, performant énergétiquement, dans un quartier dynamique où l'URSSAF aurait sa place auprès de partenaires. Donc, c'est vrai que le rôle de Colliers a été déterminant pour nous analyser ces scénarios, poser les avantages et les inconvénients de chacun d'eux et nous permettre de prendre notre décision de déménager. Ensuite, plus particulièrement sur la notion d'espace dynamique, vous l'avez dit, Audrey, en introduction, le fait de se projeter vers un bâtiment neuf, forcément, nous interroge sur la manière aussi de se projeter dans de nouveaux espaces, la manière de travailler, d'interagir entre services. Et s'ajoute à ça les contraintes liées au ratio, puisque vous avez évoqué un objectif entre 16 et 18 mètres carrés. Nous, on a eu des exigences encore plus fortes par notre caisse nationale pour être dans cette tranche-là à l'échelle nationale de l'ensemble des URSSAF. Eh bien, nous, on a eu une exigence d'un ratio de 14 mètres carrés par résident. Donc, en mettant tout ça bout à bout, eh bien, il fallait qu'on réfléchisse à de nouveaux espaces de travail. Et donc, on a embarqué dans ce projet de déménagement tout un accompagnement et toute une co-construction dans une projection d'espaces beaucoup plus dynamiques, collaboratifs que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et une fois la décision prise, comment les équipes de Colliers vont-elles accompagner justement pour structurer le projet sur toute la chaîne de valeur, puisque vous avez fait une recherche de terrain, vous avez dû être en contact avec un promoteur, concevoir des espaces. Comment s'est structurée cette intervention de Colliers main dans la main avec vos équipes du terrain d'ailleurs? Alors, déjà de manière globale, Colliers a été un partenaire clé sur l'ensemble du cycle de vie du projet. Il a assuré un accompagnement complet, comme l'évoquait Michel tout à l'heure. Il est vraiment intervenu sur les aspects techniques, sur les aspects humains, sur les aspects juridiques. Donc, il y a eu un accompagnement complet.
À mon sens, pour aboutir à un projet structurant comme on a pu le mener, il y a 2 dimensions essentielles à prendre en compte. La première, c'est celle d'une démarche immobilière et technique, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le choix d'acquérir un bâtiment en VFA, donc en vente en l'état futur d'achèvement qui a été notre choix, il faut comprendre que c'est un acte qui est très technique. Donc, il faut travailler étroitement avec le promoteur, il faut analyser les plans, négocier les conditions d'exécution, vérifier la conformité à nos besoins, sécuriser juridiquement l'opération. Donc, on voit que c'est un accompagnement qui nécessite des experts pour garantir que le bâtiment réponde à toutes les exigences en matière d'espace, en matière d'ergonomie, en matière de performance énergétique, en matière de modularité. Et donc, Colliers a été précieux dans ses conseils pour tout cet aspect-là. La deuxième dimension dans laquelle entre en jeu aussi Colliers, c'est la dimension que j'évoquais tout à l'heure de co-construction et d'accompagnement au changement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a saisi l'opportunité de se projeter dans de nouveaux espaces de travail en environnement dynamique grâce à l'acquisition d'un bâtiment plus moderne. Et donc, cette projection nécessite d'avoir en tête qu'il est important d'accompagner de manière importante nos équipes. Et là, Colliers a été là aussi un partenaire déterminant pour nous aider à construire, instaurer une démarche participative qui embarque les collaborateurs. Alors, à titre d'illustration et sans être exhaustive, on a par exemple impliqué les collaborateurs à travers des ateliers de co-construction des espaces de travail. On a co-animé avec Colliers des cafés projets pour échanger avec le personnel sur l'avancée du projet. On a également lancé la création d'un groupe d'ambassadeurs qui aujourd'hui fait le relais entre le personnel du site et la direction. On a mis en place une communication au fil de l'eau régulière à travers une newsletter dédiée. Donc en fait, notre objectif, c'était véritablement d'impliquer nos collaborateurs dès le début et vous comprendrez que c'est important dans ce type de démarche de recueillir leurs attentes, de recueillir leurs craintes, mais surtout de les rassurer sur les changements à venir et de favoriser leur adhésion à ce type de projet en étant acteurs de ce projet parce que même s'il y a un engouement fort dans ce type de projet, eh bien malheureusement, il y a quand même de fortes résistances au départ. Et donc, voilà, sur ces 2 dimensions-là, que ce soit sur l'aspect très technique ou sur l'aspect, j'ai envie de dire, collaboratif, accompagnement au changement, Colliers a vraiment contribué à structurer notre projet. Merci Siam. Jean-Jacques, vous accompagnez régulièrement des acteurs publics sur ces sujets. Quel regard portez-vous sur la démarche engagée par l'URSSAF Centre Val-de-Loire et quels enseignements peut-on en tirer pour d'autres structures? Tout à fait, merci Audrey. Alors, de ce qu'on vient d'entendre, pour moi, il y a 3 aspects essentiels qui ont été, je pense, marquants dans la conduite du projet. La première étape assez essentielle, ça a été dit, c'est de bien prendre le temps de poser les différents scénarios immobiliers, de les analyser et de réfléchir à la façon dont concrètement ils pourraient se réaliser. Ces études de maintien ou de départ, qui là en l'occurrence étaient sur un sujet de patrimoine détenu, pourrait être aussi le cas sur évidemment sur des sujets de détention en location. Je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des locataires de bâtiments appartenant à des tiers. Ce sont des démarches assez essentielles parce qu'on peut avoir des a priori en se lançant dans un projet immobilier. Et si on n'a pas pris le temps de bien poser la partie technique, la partie fonctionnelle, la partie calendaire et évidemment les impacts économiques qui en découlent, il y a un certain nombre de risques pour les opérations qui émergent. J'en parlerai un peu après. Donc, cette première étape, on pose les choses et on fait intervenir des tiers extérieurs pour aider à analyser techniquement les bâtiments, pour aider à comprendre les marchés immobiliers dans lesquels on s'insère, pour aider à comprendre quelle sera la nature de la transformation d'espace qui devrait être opérée, permettre a priori de prendre les décisions les plus éclairées. C'est aussi un enjeu assez important, c'est que c'est à ce moment-là que se fixe l'économie globale du projet. On vient poser un budget, donc il est important de ne pas se tromper sur des coûts qui auraient été oubliés, des coûts cachés. Il y en a dans les opérations de restructuration ou de déménagement. Donc, le rôle d'un acteur comme Colliers, c'est de
raisonner en complet, de tout serrer. C'est une étape aussi importante parce que c'est là où les caisses nationales ou les entités nationales ont la vision budgétaire qui permet ensuite d'enclencher ou non un projet immobilier. Donc, cette première étape de faisabilité est plutôt une bonne pratique et a été évidemment un facteur de réussite, je pense. Deuxième aspect, c'est la façon la décision avait été prise de déménager. Donc, il y a un sujet de transformation des espaces, un sujet de transformation du lieu de vie quelque part. Donc, là aussi, les deux thématiques doivent être regardées en détail. La transformation du lieu de vie, une bonne pratique, et de s'assurer que les recherches immobilières qui peuvent être exécutées sont les plus exhaustives possibles. Pas forcément rentrer en relation gré à gré uniquement avec tel ou tel acteur du marché, mais au contraire, avoir la vision la plus large pour identifier la meilleure opportunité répondant au projet qui était écrit en phase amont. Ensuite, je pense qu'il y avait aussi une bonne pratique qui était de s'assurer de la faisabilité du projet tout au long du processus. Ça veut dire qu'au-delà de l'identification d'un bien immobilier, il faut assez rapidement pouvoir s'assurer, sous un angle technique, que ce qui a été imaginé va s'insérer et n'entraînera pas demain soit des surcoûts, soit des impossibilités tout simplement. Donc, ces deux phases de recherche immobilière exhaustives, larges, qui sont étayées par des études de temps de trajet, qui sont étayées par évidemment une série de critères qui sont posés, regarde le cahier des charges, permettent de s'assurer l'identification du bon immeuble pour le projet. Troisième aspect, ça a été évoqué, c'est la façon de s'entourer pour organiser les négociations sur comme ça a été rappelé, des projets immobiliers très coûteux aujourd'hui. Il est important de mettre en miroir quelque part des organisations, des porteurs de projets en face, des promoteurs, des bailleurs, des côté acquéreur, d'avoir les mêmes profils pour avoir des discours des langages communs et pouvoir surtout négocier tous les aspects, là en l'occurrence d'une VFA. Notre rôle là, c'est de pouvoir parvenir à des accords gagnant-gagnant en défendant évidemment les intérêts des utilisateurs, mais en travaillant surtout au plus tôt les projets. Ça a été dit, une VFA, c'est l'occasion, on en parlera après, il y a des limites, de travailler les plans, de travailler la technique du bâtiment. Et c'est normal de chercher à acquérir le meilleur immeuble au meilleur prix. Voilà. Siam, comment avez-vous justement, une fois tous les enjeux posés, etc., comment est-ce que vous avez travaillé en interne avec vos instances pour justement avancer sur le projet et aboutir phase après phase à des décisions et à des go no go? Mon micro était coupé, pardon. Du coup, il y a deux choses. Il y a une gouvernance interne sur laquelle je vais revenir qui est assez classique et il y a une gouvernance institutionnelle qui est assez particulière et inhérente à nos organisations, à nos institutions. Au départ, classiquement, on a mis en place une gouvernance interne avec un comité de pilotage qui réunissait la direction, des cadres stratégiques de l'URSSAF, donc qui travaillent autour justement de l'immobilier, de la logistique, de la gestion des moyens. Et on a associé au sein de ce comité des représentants du conseil Colliers. Cette gouvernance a permis justement de structurer le projet, de poser des règles du jeu claires, de prendre des arbitrages en toute transparence, d'avoir aussi en tête un certain nombre d'impondérables posés par les pouvoirs publics ou par notre caisse nationale. On évoquait tout à l'heure, je pense spontanément au ratio des surfaces, mais également les exigences du décret tertiaire. Donc voilà, donc, ça c'est vraiment une gouvernance, j'ai envie de dire une gestion de projet classique. En parallèle de cette gouvernance interne, se met en place tout un processus de validation institutionnelle dont il faut avoir pleinement conscience dans nos organisations. De manière très schématique, il a fallu d'abord consulter et recueillir l'avis du comité d'entreprise, donc les élus au sein de l'URSSAF, pour valider le principe même du déménagement. Puis ensuite, il a fallu recueillir l'avis du conseil d'administration régional, donc celui
Vali de l'URSSAF Centre-Val de Loire, avant de déposer en fait un dossier complet auprès de la commission de gestion des moyens de l'URSSAF Caisse nationale, qui donc valide ou invalide le projet, qui elle-même a d'ailleurs dû recueillir aussi l'avis du conseil d'administration de l'URSSAF Caisse nationale. Et à chaque étape de j'ai envie de dire, oui, à chacune de ces étapes, ça a nécessité de produire des dossiers détaillés et d'avoir des validations successives. Une fois cette première étape, j'ai envie de dire, franchie, eh bien, ce même processus d'instruction et de validation a été à nouveau réactivé au moment du choix du bâtiment, au moment du choix du promoteur. Alors, c'est vrai que j'insiste de manière assez détaillée sur ce cheminement, mais ce processus souligne quand même la complexité et surtout la durée inhérente à la conduite d'un projet immobilier dans nos institutions. Avant même la signature de l'acte définitif, donc chez nous qui est prévu là pour l'été 2025, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on a fait appel au Conseil Colliers en 2022, donc vous voyez 2022-2025, donc avant même la signature de l'acte définitif, eh bien, il y a un certain nombre de validations qui rendent indispensable l'anticipation, un suivi extrêmement rigoureux des étapes décisionnelles et du calendrier avec un certain nombre de documents clés à produire de manière continue et progressive dans le cadre du projet. Donc voilà, donc c'est vrai que une gouvernance un peu plus lourde, peut-être que dans d'autres organisations, une gouvernance très classique avec un comité de pilotage de gestion de projet et puis une gouvernance institutionnelle un peu plus lourde voilà, inhérente, on va dire, à nos organismes de sécurité sociale. Céline, les phases, on l'a vu, d'information, de consultation devant les instances sont toujours des moments très sensibles. Comment vos équipes préparent-elles ces étapes? Quels principes guident votre accompagnement sur ces points et sur ces séquences majeures? Alors, en effet, Siam les a évoqués là, dans finalement tout le processus. Les élus, les instances représentatives du personnel sont essentiels dans ce projet, puisqu'il y a des obligations où, en effet, il va y avoir plus que de l'information, de la consultation, à certains moments, à certaines étapes. Donc, Siam en a évoqué certaines. Donc, c'est indispensable voilà, de les consulter. Mais c'est surtout, avant tout, indispensable d'avoir leur retour sur finalement les collaborateurs et les agents. Ce qu'il faut savoir, c'est dans un processus d'accompagnement, ils sont aussi essentiels puisqu'ils sont là pour représenter, voilà, ils portent bien leur nom, les agents, les collaborateurs, enfin les salariés dans toute institution. Et c'est eux qui sont en contact avec le terrain et qui pourront également nous remonter des informations. Donc, en fait, nous, ce qu'on préconise dans tout plan d'accompagnement voilà, de ce type de projet de transformation, c'est de se dire voilà, qu'il faut les embarquer, voilà, leur donner un rôle le plus rapidement possible dans le processus. Dès le départ, en fait, il faut bien sûr les informer, mais au-delà de les informer, c'est aussi de voir un petit peu comment ils perçoivent en fait le projet, comment ils ressentent par rapport aux collaborateurs ce projet, pour qu'on puisse à la fois affiner l'accompagnement et à la fois prendre des bonnes décisions, puisqu'ils sont aussi au cœur de l'activité. Donc, l'idée, c'est bien sûr de s'entretenir avec eux, de peut-être créer des groupes de travail suivant voilà, l'ampleur du projet et voilà, d'essayer de les faire collaborer le plus possible avec aussi en tenant compte, bien sûr, de la culture de l'établissement et de l'entité. On va travailler d'ailleurs à ce sujet-là en général, main dans la main avec les DRH. Et donc là, on a un rôle aussi, il y a un rôle important en fait des DRH dans ce type de projet de transformation d'environnement de travail, comme par exemple le projet voilà, de Siam où il y a aussi un passage en poste partagé. Voilà, on aura besoin et à la fois des instances représentatives du personnel et à la fois des RH pour faire en sorte voilà, d'accompagner au mieux ce dispositif-là auprès des agents.
Siam, d'ailleurs, j'en viens à cette transparence qui est due aux instances et aux organisations et aux instances représentatives du personnel. Il y a eu un petit point particulier pour Bourges, c'était que vous connaissiez le site d'atterrissage des équipes, mais qu'il ne vous était pas possible de le communiquer avant justement validation des instances. Comment avez-vous vécu ce moment-là, justement? Vous ne pouviez pas justement communiquer auprès de vos équipes sur ce site d'arrivée. Alors, c'est effectivement, c'est assez frustrant parce que, comme je l'ai dit, hein, il y a tout un processus inhérent à nos organisations qui fait que même si on pressent le site d'atterrissage, on peut pas communiquer. Par contre, ce qui est important et ce qu'on a appris dans le cadre de ce projet, c'est qu'il est important de communiquer. C'est-à-dire que même quand on n'est pas en capacité de communiquer sur le site d'atterrissage, eh ben, il faut le dire. Il faut expliquer aux personnel le processus qui est long, qui peut être un peu chronophage et exprimer auprès du personnel pourquoi on n'est pas en mesure de confirmer à tel ou tel stade du projet qu'on n'a pas la possibilité de communiquer sur le site d'atterrissage. Donc, du coup, si vous voulez… Céline l'a dit aussi, hein, on a embarqué, nous, effectivement, dès le départ aussi, les élus qui nous ont aussi soutenus dans cette démarche parce que dès le départ, hein, le comité d'entreprise avait, par exemple, sondé le personnel sur le site d'atterrissage. Donc, le fait d'avoir une communication je vais envie de dire, au long cours et un appui des élus a permis d'atténuer, on va dire, cette frustration de pouvoir communiquer sur le site d'atterrissage à un moment donné dans le processus. Voilà, mais c'est la communication qui nous a aidés. Céline, vous confirmez que ça, c'est un point très important dans l'accompagnement du changement et la gestion de la rumeur, des fausses informations. Il faut rassurer, en même temps, il faut éviter de donner des informations qu'on ne peut pas encore diffuser. Oui, après, il y a des obligations, en effet, légales qui font que, voilà, on ne peut pas donner d'informations, mais comme l'a dit justement Siam, ça ne nous empêche pas une communication et une visibilité sur les phases du projet et sur les moments où on pourra communiquer. Et ça, en effet, enfin, on parlera tout à l'heure de l'accompagnement, mais c'est un point essentiel. Même si on n'a pas de date précise ou d'éléments précis à donner, il faut le dire aussi. Ça peut paraître surprenant, mais il faut le dire aussi. La transparence est clé. Siam, concernant le bâtiment que vous occupez actuellement, quelle est la trajectoire envisagée pour ce site? Quels sont les leviers aussi que vous allez activer pour le valoriser demain? Le projet de déménagement, Audrey, inclut également la valorisation du bâtiment actuel. On a assez récemment, il y a quelques mois, on s'est engagé dans une procédure de mise en vente du bâtiment de l'URSSAF parce que cette opération, finalement, elle s'inscrit dans une économie globale du projet. Donc, voilà, donc j'ai envie de dire mise en vente un peu classique avec des actions de publicité. Hein. C'est une agence qui gère la vente du bien, avec également une publicité dans la presse locale, régionale, hein, dans la presse économique locale et plus largement régionale. Et puis, on a effectivement activé différents leviers pour valoriser le bien. D'abord, on a pris à tâche contact avec la mairie parce qu'elle a un droit de préemption. Et donc, ce contact avec, j'ai envie de dire, avec les autorités locales est quand même primordial et important, notamment en cohérence avec le projet de réhabilitation du quartier envisagé par la municipalité. Et puis, on a également initié des échanges avec les bailleurs sociaux, puisque je disais tout à l'heure que nous sommes au sein d'une copropriété. Donc, on a plusieurs bailleurs qui sont membres de la copropriété. Donc, on a également engagé un échange avec eux. Donc, un dialogue, finalement, un dialogue territorial fondamental dans notre démarche pour valoriser notre bien et faire en sorte de pouvoir le vendre à la fois au meilleur prix et qu'il puisse aussi s'inscrire dans un contexte, dans un environnement local, territorial, opportun. D'accord. Et à date, vous avez des pistes sérieuses?
À date, on a une piste sérieuse, voilà, avec justement un des copropriétaires qui a un intérêt très fort à récupérer notre bâtiment, avec un appui là aussi de la municipalité vis-à-vis de ce bailleur qui a marqué une marque d'intention. Michel, une question sur la valorisation. Pardon. Une question justement sur la valorisation foncière d'un bien ou d'une emprise. Quels sont les critères, quels sont les éléments de contexte à intégrer dans une réflexion? Je pense que le premier point, qui n'est pas forcément un critère, mais qui rejoint ce qu'on a déjà dit, c'est que la valorisation fait partie du projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être parti pour dire, tiens, qu'est-ce que ça va devenir? Puisque ça fait partie de la dynamique globale, il faut s'assurer que la valeur. Donc, la valorisation, quels que soient ses critères, il faut la faire intervenir assez tôt, puisque ça fait partie des déterminants du scénario. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, sur les critères de la valorisation, déjà s'assurer peut-être du statut du bien. C'est-à-dire que là, on parlait de copropriété, mais on peut avoir aussi des propriétés domaniales et s'assurer, parce que ça change beaucoup la dynamique de temps, qu'on est bien sur du domaine privé public et pas sur du domaine public, qui du coup est par définition inaliénable, ce qui change complètement. Ou parfois, on a aussi certains affectataires qui pensent qu'ils sont propriétaires alors que pas du tout. Et là, dans ce cas-là, la valeur est plus proche de zéro que quoi qu'il soit. Donc, déjà, il y a ce premier point, quel est le statut. Après, on est quand même dans l'immobilier. Donc, dans l'immobilier, localisation, on connaît tous cette espèce de blague. Oui, localisation, mais pourquoi faire? C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté aussi de se dire, OK, je vais regarder sur les sites, se loger, etc. C'est quoi la valeur du mètre carré? Et puis, pof, je multiplie. On est sur des objets qui sont beaucoup plus grands, donc qui ont un impact réel, c'est-à-dire c'est un impact réciproque. Donc, ils n'ont pas une valeur comme ça en soi. Donc, là, le premier critère, c'est se dire, mais qu'est-ce que ce bâtiment peut devenir après moi? Est-ce que ça restera du bureau? Est-ce que, logiquement, ça devient du logement? Par exemple, là, dans le cas qui nous occupe, on voit qu'il y a une mutation du quartier. Donc, il est loin d'être certain que ce soit le bureau la meilleure suite possible. Donc, il y a cette première question, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Et à partir de là, une fois qu'on sait ce que ça peut devenir, en fonction de la loi, en fonction de l'urbanisme, en fonction du marché, combien ça peut valoir. Mais c'est une fois qu'on a un usage à la fois compatible avec la zone, donc l'urbanisme, et compatible avec le bien. C'est-à-dire que s'il faut tout casser pour arriver au bon usage, l'économie ne va pas être bonne. Et ensuite, une deuxième approche, c'est la dynamique du quartier, c'est-à-dire est-ce qu'on sent qu'il va y avoir une appétence, etc. Donc c'est un jeu comme ça, un peu compliqué, entre le futur autour et le futur de l'immeuble. Et enfin, dans le cas du public, il y a une dernière particularité. Donc la première, c'est s'assurer du statut. C'est qu'il peut y avoir aussi, dans une synergie de services publics, une volonté de ne pas laisser, de ne pas quitter, qu'il n'y ait pas de service public qui quitte un quartier. Donc il peut y avoir, je ne sais pas, une mairie annexe ou quelque chose comme ça qui vient derrière. Donc il y a aussi, au-delà des sujets de préemption, souvent des discussions avec les collectivités territoriales ou d'autres acteurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelque chose d'intelligent à faire et de ne pas passer à côté. Ça peut réduire un peu la valeur, mais on maintient comme ça le service public. Donc généralement, voilà, les critères, c'est ça. Vous diriez que c'est assez tendance en fait. Pardon, je rappelais le point important, c'est de s'en préoccuper dès le début. C'est assez tendance en ce moment. On entend beaucoup que l'avenir des bureaux qui sont vidés se prête au logement. Est-ce que vous confirmez cette tendance, y compris pour des bâtiments du secteur public? On aimerait bien. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, ce n'est pas encore une règle absolue. Alors déjà, on a encore besoin de bureaux. Hein. Ceux qui ont promis la mort du bureau il y a quelques années en sont un peu le refrain, puisqu'on assiste plutôt chez ceux qui étaient allés trop loin. Une espèce de retour. Ça ne veut pas dire que tout le monde rentre au bureau. Hein. Je pense que Céline serait mieux en parler que moi, mais
il faut garder un peu de raison. Donc, on aura quand même toujours besoin de bureaux. On a énormément besoin de logements. Encore faut-il que l'immeuble, techniquement, s'y porte. Je me souviens, c'était un investisseur qui nous demandait, on a vu assez vite, parce qu'on avait, c'est en technique, mais c'est juste pour illustrer, très vite, on était sur du plancher alvéolé. Pour faire du logement, il faut des verticalités. Aller percer ça pour créer du logement, c'était infaisable. Donc, il y a des contraintes techniques. Et puis, il y a des contraintes municipales. Du logement, c'est un coût pour les mairies. Donc, les mairies ne sont pas toutes prêtes au développement du logement. Donc, oui, il y a besoin de logement. Oui, ça serait merveilleux si on le faisait. Ça reste encore modéré, mais ça fait partie des hypothèses. Jean-Jacques, quels sont les écueils, quels sont les risques que vous pouvez observer quand justement ces projets immobiliers sont mal ou peu accompagnés, sans accompagnement réellement structuré? Alors, peut-être pour commencer, pour continuer sur le sujet de valorisation, vente d'actifs, les deux principaux risques, ce serait de, premièrement, pas prendre attache, comme c'était fait là, avec les collectivités de la mairie. Ça a été rappelé, il y a un droit de préemption du côté de la mairie, donc il faut assez rapidement comprendre quel est son sentiment sur le devenir de l'actif à vendre. Par ailleurs, on sait que des ventes peuvent être soumises à conditions suspensives, dans lesquelles nécessairement la mairie interviendra d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir un PC de transformation, de construction. Donc, pour dérisquer l'opération, il faut là aussi avoir un alignement entre la collectivité et le vendeur dans les attentions des uns et des autres. Deuxième sujet sur la vente, il faut bien s'assurer, là plutôt dans une perspective de vendre entre guillemets, au meilleur prix et dans les meilleures conditions. Je pense qu'il est intéressant de bien se poser la question, comme c'était rappelé par Michel, du potentiel de l'actif. Pourquoi? Pour ensuite s'adresser concrètement à la bonne typologie d'acteurs, acquéreurs, en fonction du projet. Un promoteur logement ne s'intéressera pas forcément de la même façon à un promoteur bureau, ne s'intéressera pas au même sujet. Il y a un discours marketing à construire en fonction de la cible. Donc, le risque, quelque part, ce serait de chercher à vendre le bien sans donner d'indication précise de ce vers quoi il est pertinent qu'il mute. Si je reviens en revanche sur la partie qu'on évoquait avant, c'est-à-dire l'acquisition en VFA d'un bâtiment pour accueillir un nouveau projet de l'URSSAF, il y a 4 risques assez évidents. Je détaillerai sur tous les 2 derniers. Risque calendaire, risque économique, les 2 sont liés. Si tout n'est pas assez bien analysé, il y a des risques de dérapage calendaire, donc économique. Inversement, si des sujets économiques de surcoût émergent parce qu'on aurait mal anticipé tel ou tel suggestion technique qui a un impact, ça peut nécessiter d'aller chercher des budgets complémentaires, donc de repartir peut-être dans le bal de validation institutionnelle qui a été évoqué, avec le risque d'ailleurs qu'il n'y ait pas de validation. Donc, 2 risques qui nécessitent de poser les choses et de se faire accompagner pour justement avoir la bonne approche des aléas. 2 autres risques assez importants, risques juridiques. Évidemment, je pense que les personnes qui nous écoutent sont tous soumis à la commande publique. L'acte immobilier est risqué de ce point de vue-là. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être opérées ou pas. C'est très bien qu'on peut, comment dirais-je, adapter un bâtiment dans le cadre d'une discussion sur une VFA, enfin, adapter un bâtiment, pardon, discuter, négocier les conditions techniques de l'acquisition. C'est normal de chercher à acheter le meilleur bâtiment au meilleur prix. C'est normal de signifier à un promoteur-vendeur que la technique qu'il a prévue sur tel ou tel aspect de ventilation, tel revêtement de sol ne nous paraît pas en ligne avec le prix qu'on paye. Donc là, il y a vraiment une négociation qui est possible. En revanche, dès qu'on vient intervenir, adapter le bâtiment sur des besoins spécifiques qui seraient liés à l'activité du preneur, on sait que là, on peut franchir une ligne rouge vis-à-vis de la commande publique. Donc là, il est important de bien s'entourer, conseil immobilier, conseil juridique, pour évidemment dérisquer l'opération. C'est un des sujets majeurs, je pense. Parfois, pas assez bien regardé. Dernier risque que je voulais évoquer, il y a un risque d'usage. Et tout simplement, il y a un risque d'insatisfaction des utilisateurs finaux.
c'est dans l'exercice de je reviens à la négociation et dans l'exercice de recherche immobilière, si on n'a pas au préalable mené les étapes de cadrage stratégique, de bon dimensionnement de la transformation des espaces, il y a un risque, in fine, d'avoir une insatisfaction des utilisateurs. Je prends un exemple très concret. On sait que les espaces collaboratifs, les nouveaux espaces de travail nécessitent beaucoup d'espaces collaboratifs, des lieux de réunion informels, formels. Basiquement, ça demande de l'apport d'air neuf, des apports chauds et froids. Si ce n'est pas bien prévu dans le cadre des discussions techniques, il y a des insatisfactions qui émergent après. C'est une série de petits sujets techniques de cette nature qui peut paraître finalement anecdotique, mais qui, in fine, concerne l'utilisateur final, sa qualité de vie dans les bâtiments. Donc, il faut les appréhender au mieux et ça nécessite effectivement d'avoir des acteurs qui ont ce prisme autour de la table. Alors, justement, pour éviter cette insatisfaction des utilisateurs finaux, ce qui est clé dans une stratégie de transformation, de déménagement, c'est bien sûr l'accompagnement. Comment est-ce que vous menez justement, Céline, cet accompagnement pour être au plus proche justement des besoins des utilisateurs et amorcer du dialogue? Alors, on a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé du début du projet avec le cadrage, en vous disant à la fin du cadrage, on a finalement le point de départ et le point d'arrivée. Ce point de départ et ce point d'arrivée vont marquer des transformations. Alors là, en plus, dans le cas en fait, du projet que nous avons avec SIAM, il y aura beaucoup de transformations. Vous imaginez bien un nouveau bâtiment, peut-être des changements aussi de zoning d'équipe, il va y avoir des nouveaux modes de travail. On passe en poste partagé, donc ça implique les nouveaux modes de travail, plus les nouveaux modes de travail qu'il y a avec l'hybridation. Il va y avoir, alors là, je pense que c'est un projet bien complet en termes de transformation. Donc, on va identifier chaque impact. On va regarder les populations impactées. Peut-être que tout le monde ne va pas être impacté de la même manière. Donc, ça, c'est important de rentrer dans la personnalisation un peu des impacts, de ce que chacun peut ressentir et quelle maturité il va avoir face à ce changement. Donc, ça, c'est important. Et en fonction de l'identification finalement des différentes cibles, donc les cibles, elles sont de toutes sortes. Bien sûr, il y a les agents, les collaborateurs, il y a les instances représentatives du personnel, il y a les managers, mais vous savez, il peut y avoir des dirigeants aussi. Les dirigeants, on peut les amener aussi à travailler dans de nouveaux espaces et il faut les accompagner, tous les humains qu'il y a autour du projet. Une fois qu'on a identifié bien les cibles, les impacts, c'est là qu'on va pouvoir penser à des actions concrètes à mettre en place. SIAM, on a déjà cité beaucoup, mais en accompagnement, il y a 3 types d'actions. Il y a les premières actions en fait, qui sont liées, qui sont plutôt des actions de communication, donc soit de la communication écrite qui descend vers les collaborateurs, soit de l'information qui est donnée en continu sur un site internet ou un intranet. Il peut y avoir de la communication événementielle avec des rencontres de collaborateurs. Alors, ça peut être aujourd'hui en présentiel ou en distanciel, mais on peut organiser des moments de rencontre, on peut organiser des visites de sites. Donc, tout ça, en fait, va plutôt être sur le plan de la communication sur le projet pour tenir informé et permettre de se projeter. Et là, c'est le deuxième plan de l'accompagnement, c'est toutes les actions de projection qui peuvent être faites autour d'ateliers, de jeux de rôle, de mise en situation, qui peuvent être aussi, et là vraiment c'est très important, ici on en a parlé, peuvent appartenir à la sphère de la co-conception. Donc, toute cette co-conception qui aura été faite avec soit des représentants des différentes directions, les instances représentatives du personnel, toute la partie co-conception en fait, des plans, permettra de se projeter en fait dans le futur environnement de travail. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point en fait de l'accompagnement, ça peut être des formations. On va former peut-être un groupe de représentants de collaborateurs qui peuvent être appelés des ambassadeurs ou des référents. Et ces représentants, en fait, vont pouvoir transmettre la bonne parole auprès des autres, de leurs collègues et des collaborateurs. Et là, en fait, on peut vraiment pousser l'accompagnement en les formant même à l'approche cognitive du changement, en leur disant, vous savez, vous allez avoir un rôle qui n'est pas facile,
puisque vous allez vous trouver face à vos collègues, vous allez porter quand même un projet ou des informations sur le projet. Donc, ne vous inquiétez pas, on va venir vous former, vous donner les outils, les armes pour pouvoir finalement accompagner cette transformation au mieux auprès de vos collègues dans les meilleures conditions. Donc, ces 3 pans, vous voyez, la communication, les actions de projection et les formations permettent d'avoir finalement de tout balayer en termes de communication. Et là-dessus, ce que je dis aussi, vous voyez, tout à l'heure, j'ai embarqué les DRH, les ressources humaines. Et là, sur ce pan-là, moi, j'embarque la communication, puisqu'on s'appuie souvent sur déjà ce que vous avez en communication au sein des institutions et bien sûr des directeurs de la communication pour qu'on puisse travailler au mieux avec eux, en fait, et toujours dans la culture, en fait, de l'institution. Voilà. Merci Céline. Avant de répondre aux questions qui commencent à arriver, un dernier mot pour vous, Siam. Quelles sont les 2-3 décisions qui vous semblent structurantes et sur lesquelles vous referiez finalement les mêmes choix? Et ensuite, je vous donne la parole par chat pour celles et ceux qui ont des questions. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je vous en prie, Siam. Bon, pour synthétiser, mais tout a été dit par les collègues au regard de tout ce qui a été dit. 3 conseils. Le premier, pour rejoindre ce qu'évoquait Jean-Jacques, c'est primordial, vous l'avez compris, qu'un projet immobilier, c'est à la fois, c'est technique, ça nécessite une expertise. Donc, le premier conseil pour moi, c'est s'entourer d'un conseil solide, enfin en tout cas de personnes qui connaissent à la fois les enjeux immobiliers, juridiques, humains également, capable de nous accompagner au long cours. Le deuxième, c'est instaurer une gouvernance interne claire et prendre les décisions structurantes dès le départ et le plus en amont possible pour rejoindre également des propos tenus par Michel. Et puis, comme ça, j'aurais fait le tour. Le troisième conseil, qui n'est pas des moindres, pour rejoindre des propos de Céline, c'est ne pas sous-estimer l'importance du facteur humain en associant les équipes le plus en amont possible et dans la durée, avec une communication fluide, continue, parce que vraiment, avec l'expérience que l'on a, c'est à la fois l'implication des collaborateurs et la communication, pour moi, qui sont les clés de la sérénité et de la réussite d'un tel projet. Voilà ces 3 conseils, mais finalement qui résument tout ce qui a été dit par les collègues. Merci. Une question qui nous est posée par chat. Colliers propose-t-il une solution spécifique à l'accompagnement juridique du projet, de travaux de la décision à l'acte de vente? Quelle serait votre réponse, Michel Danis, sur cet accompagnement sur les projets juridiques spécifiquement? Alors, merci pour la question, ça va me permettre de revenir en arrière sur quelques points que j'ai oubliés tout à l'heure en présentant. Donc, ce marché UGAP, on est co-titulaire, on est plusieurs titulaires. Donc, il y a un autre bureau, un autre cabinet qui est Bering, mais on a aussi avec nous un juriste, un avocat qui est LWA et un notaire. Et donc, oui, dans le cadre du projet immobilier, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner des conseils juridiques dans l'absolu, mais dans le cadre du projet immobilier, donc sur ces projets, par exemple, relire les actes ou vérifier que la VFA est possible, parce que c'est encadré aussi, il faut bien suivre les procédures des marchés publics, etc. Donc oui, au-delà de nous, de nos connaissances propres liées au fait qu'on travaille pour le public depuis pas mal d'années, donc on a quand même un vernis assez épais sur ces sujets, on peut au besoin compléter avec l'expertise de juristes dans le cadre du marché qu'on a avec l'UGAP. Merci Michel. Pas d'autres questions, il me semble. Il me reste juste le temps de vous remercier à toutes et tous pour votre présence, votre participation. Merci Siam pour ce témoignage très concret, très pragmatique qui, je pense, donne beaucoup d'éléments pour nos auditeurs. Merci Céline Codet pour votre témoignage sur l'accompagnement proposé par Colliers. Merci à vous Jean-Jacques Moreau et merci Michel Danis. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.